J'ai envie de pas me tirer une balle, mais j'ai envie de me mettre une grosse claque dans la tronche. Les amis, je viens de parler pendant une demi-heure à vide. C'est-à-dire, je refais la vidéo. Là, j'ai fini la vidéo. J'avais pas appuyé sur le bouton enregistrement. Je vous jure, je l'ai déjà fait par le passé, mais je l'avais remarqué juste avant. Là, c'était à la fin. Dans les dernières informations, je regarde en bas, je vois pas le point rouge. Bon, c'est pas grave. Allez, on recommence depuis le début. Alors, vous avez vu dans la miniature, le titre, on va parler d'Amin Harit. Voilà. Donc là, je viens d'en parler, je vais en reparler, les amis. Donc pour la deuxième fois consécutive. Il n'y a pas de souci, Amin Harit. Si tu me regardes, Amine, moi, je te donne du soutien. Je veux que tu restes à l'OM. Voilà, donc malgré ce qui se dit du côté du club ou des médias, je veux que tu restes à l'OM. Et si tu es bon toute cette saison, comme tu as fait le match face à Brest, parce que là, il faut le dire, les amis, on avait dit avant le match, vous vous en souvenez, j'avais dit, il y avait les duels. Il y avait les duels entre Greenwood et Amavi. Amavi, il sait plus où il est, il a la tête qui tourne pendant toute la rencontre. Et même après, en rentrant, il était comme ça. En rentrant sur le vestiaire, pas au vestiaire, sur le banc, il était comme ça. Il savait plus où il était. Donc, Amavi, next. Et pour Cornelius et Ayork, par contre, c'était plus délicat pour Cornelius. Même si Balerdi l'a aidé, finalement, Ayork, on l'a pas vu. Hein. Finalement, on l'a pas vu. Donc, pour le focus, j'avais dit, on va faire un focus quand même dans cette rencontre. C'est sur Amin Harit. Pendant le live, hein, je vous l'avais fait en avant-match. Je vous avais dit, il faut faire un focus sur Amin Harit pour voir sa prestation, pour voir qu'il prouve encore sa valeur. Et pourquoi pas qu'il garde sa place du côté de l'OM, de l'effectif. Parce que là, du côté de l'OM, on veut le pousser vers la sortie. Lui, il veut pas y aller, du côté du Genoa, du côté de la Russie. Et là, on va en parler plus précisément dans l'article de la Provence qui est sorti aujourd'hui. Très, très pertinent. Restez jusqu'à la fin, vous allez voir. C'est très, très pertinent. Alors, je ne vais pas tout vous détailler, je viens de le lire. Enfin, en partie, pas tout. Mais je vous le relis, vous inquiétez pas. Allez, on y va, let's go. Sur quoi? Sur l'abonnement d'abord, le like, le partage. Je refais la même chose. Les commentaires, pardon, le petit rototo. Et le partage. Je l'ai déjà dit, mais je le redis. On y va sur quoi? Sur l'introduction. Allez, nous y sommes. Nous y sommes à quoi? Nous y sommes sur le match, le résultat, bien sûr. Je vais le laisser pendant toute la semaine, pourquoi pas, avec ce résultat qui nous fait tant plaisir. Et le classement, bien sûr, qui nous fait plaisir pour pratiquement toute la semaine, puisque nous sommes lundi. D'abord, force à ceux qui travaillent, les amis. Je ne l'ai pas dit en début de vidéo. Tout à l'heure, je l'ai dit. Ben, je le redis maintenant. Force à tous ceux qui travaillent et ceux qui sont en congé. Ben, force à vous, reposez-vous bien. Donc Marseille est premier. Marseille est premier, ça fait plaisir devant les Parisiens, devant Rennes qui a infligé un 3-0 aux Lyonnaises, qui sont avant-dernier. Ils retrouvent leur place de l'année dernière. Vous voyez, en début de championnat, ils étaient toujours derniers, avant-dernier. Donc là, vous retrouvez votre vraie place. Il n'y a qu'un seul Olympique, on l'a déjà dit. Vous, c'est le FC Lyon. FC Lyon. Voilà. On a beau le répéter, mais vous ne le comprenez pas. Donc l'OM premier et on enchaîne derrière avec les petites statistiques de cette première journée. Alors Greenwood, ça dure pas longtemps, vous inquiétez pas les stats et on part sur le mercato et sur le dossier Amin Harit et Moumbagna, très important d'en parler aussi. Greenwood, première prolifique, joueur ayant marqué au moins 2 buts lors de leur première apparition avec un nouveau club en Ligue 1 depuis 2000-2001, depuis les années 2000, donc depuis le 21e siècle. Pauletta premier avec 3 buts. Odell, deuxième, bon, égalité premier avec 3 buts. Greenwood fait partie des buteurs qui ont 2 buts lors de leur premier match. Bravo à lui. Tout comme, je vais vous lire le petit tweet que j'ai mis. En marquant dès la 3e minute, Greenwood a inscrit le but le plus rapide pour un joueur disputant son premier match de Ligue 1 avec l'OM. Depuis qu'Opta existe, j'avais pas la place de mettre, 1947-1948, c'est très ancien. Il est aussi le 3e Marseillais à inscrire un doublé lors de ses débuts au 21e siècle après Dimitri Payet en 2013 et Luis Wish Suarez en 2022. Voilà, donc félicitations à Greenwood qui a fait une super prestation. Je vous ai demandé combien de buts il mettait dans la dernière vidéo. Désolé pour ceux que je n'ai pas répondu. J'ai vu qu'il y en avait certains qui avaient mis des chiffres. En tout cas, si vous voulez les remettre, n'hésitez pas. Continuez à me donner tout ce que vous voulez en statistiques, en chiffres. Il n'y a pas de souci, on est là pour ça. Alors, une petite réaction d'Éric Roy qui nous dit « Je ne pense pas que Marseille était un gros client. Je pense sincèrement que nous, Brest, on n'a pas été à notre niveau. Le scénario idéal pour eux, c'était de marquer rapidement. La première fois qu'ils sont entrés dans la surface, ils ont marqué. Oui, c'est vrai, Éric Roy. On a marqué à la 3e minute. On aurait pu marquer à la 3e seconde si tu voulais. Mais on est tellement fort. Voilà, on est tellement fort, tu pouvais rien faire. C'est ça la vie, le football. C'est ça De Zerbi, tu comprends pas? Voilà, donc pour Éric Roy, si tu regardes la vidéo, déjà abonne-toi, like et partage. Mets un commentaire, il n'y a pas de souci. Mais juste pour te dire, c'est aussi qu'on a fait la différence à déplacer ton bloc de merde, voilà, je le dis comme ça, et qu'on a fait la différence dans tous les domaines. On était plus fort dans tous les domaines. Et le match retour, ça ne sera pas 5 t'en prendras, ça sera 10 ou 15. Voilà.
Donc voilà, j'ai mis une petite tape pour Eric Roy qui voulait nous titiller un petit peu. Et on enchaîne sur cette fin de rencontre avec bien sûr la rentrée de Rongier. J'ai trouvé cette photo, je la trouve magnifique. Voilà, donc Rongier sur le côté. Et on voit dans son regard qu'il pétille, qu'il a envie de retrouver le terrain. Il regarde vers les supporters, il a dit, bon, je vais leur prouver que vraiment j'ai cette valeur de Marseillais, d'Olympien. Voilà. Donc merci Valentin pour ton retour. Et j'espère que ça ne sera pas sur juste 20 minutes. Parce qu'on ne sait jamais. Hein. Les rechutes, ça peut arriver aussi. Je lui porte pas la guine, je touche du bois. Du côté du 11 type de l'équipe. Voilà, l'équipe qui nous a fait son équipe idéale. Avec un seul Marseillais dans le 11 particulier. Tiens, il n'y a pas de Harit, il n'y a pas de Balerdi, il n'y a pas de Rouli surtout. Voilà, je ne comprends pas. On va voir tout à l'heure avec les classements qu'ils ont mis cumulés. Vous allez voir que c'est différent. Roberto De Zerbi, par contre, meilleur coach, il ne pouvait pas y passer, il ne pouvait pas y échapper du côté de l'équipe. Même si vous n'aimez pas l'équipe, voilà, vous êtes obligé. De Zerbi, c'est le maître du football. Vous ne comprenez pas? Maintenant, il vous l'explique. En plus, il est passé chez vous gentiment. Voilà, pour vous expliquer un peu le football. Donc, on enchaîne, les amis. Je dis n'importe quoi. Avec les classements cumulés de l'équipe. Greenwood, premier joueur. Alors, pourquoi je vous le mets, ces classements-là? C'est parce que c'est très rare que l'OM ait 3 personnages sur les 4 classements cumulés de l'équipe. Il y a le meilleur coach. Donc le meilleur entraîneur, Roberto De Zerbi. Il y a le meilleur gardien avec Geronimo Rulli. J'ai le mal à dire Geronimo Rulli, pardon. Et Greenwood, Mason Greenwood de son prénom. Premier aussi en tant que joueur. Donc à part l'équipe, voilà, dans les équipes, meilleure équipe, c'est Rennes qui est devant nous. Je ne comprends pas, mais bon, c'est pas grave. On va leur donner la première place. Nous, on est premier au championnat. On leur donne la première place d'équipe. Nous, on est premier au championnat. Il n'y a pas de souci. Voilà, Rennes, prenez-la. Même si vous voulez même le meilleur gardien et tout, on est premier au championnat. On garde la première place. Voilà, donc mis à part ça, on est premier dans tout. Et là, je le mets tant qu'on sera premier dans tout, je vous le remettrai de temps en temps. Allez les amis, on continue cette fois avec d'autres stats qui sont négatives. Allez, on passe sur le négatif. Après les examens passés ce dimanche, non définitifs, où il existe la crainte que les ligaments croisés soient non pas touchés, mais qu'il y ait une rupture des ligaments, voilà, qu'il y ait une rupture complètement, pour Moumbagna, des examens complémentaires seront effectués aujourd'hui, ce lundi, pour avoir un verdict plus clair et connaître la durée d'indisponibilité. Donc on en saura plus aujourd'hui. Soit dans la matinée, soit dans l'après-midi, soit la soirée, je ne sais pas. En tout cas, aujourd'hui, les résultats devraient tomber pour Faris Moumbagna. Combien d'indisponibilité on va avoir? Alors moi, si je devais donner un chiffre, je vous avais dit en direct, pour être vraiment le très optimiste sur les premières images qu'on a vues vidéo, j'avais dit, allez, une grosse entorse, pourquoi pas un 2-3 mois? J'y croyais pas trop au fond de moi. Je pensais que les ligaments étaient touchés directement. Et même, une rupture des ligaments était faite. Et pourquoi pas, moi je vais vous dire maintenant, entre 6 et 8 mois, si on reste encore un petit peu optimiste, c'est vraiment un petit peu optimiste, hein, 6-8 mois, c'est-à-dire qu'il reprend au cours de la saison, en deuxième partie de saison. Mais moi, j'ai envie de dire peut-être fin de saison. Fin de saison totale, il reviendra l'année prochaine comme Valentin Rongier. Il s'entraînera, il reviendra tranquillement. Peut-être qu'avril, il pourra faire un petit peu quelques courses. Mais en tout cas, il y aura du temps pour Faris. Je l'espère me tromper. J'espère me tromper sur la deuxième, mon deuxième diagnostic. Je préfère le premier. Mais en tout cas, ça risque d'être très grave pour lui. Allez, bonne force à toi, mon petit Faris. Et on continue sur le dossier attaquant, justement. Pour pallier l'absence a priori très longue de Faris Moumbagna, les dirigeants envisagent sérieusement, selon la Provence, de recruter un autre attaquant de pointe. Donc vous m'avez demandé dans les commentaires, vous m'avez dit Seb, tu crois pas qu'il faut recruter un autre attaquant? Certains qui me l'ont demandé. Bon, je suis pas non plus journaliste, je fais pas partie du club. Mais moi, si je devais vous répondre, je vous dirais que oui, il en fallait un. Voilà, je vous le dis maintenant encore une fois. Et là, ils le disent du côté de la Provence. Et apparemment, au club, ils envisagent sérieusement. Donc ça veut dire que ça va être un attaquant qui devrait arriver pour recruter un attaquant. Par contre, il rajoute que l'OM veut également recruter un milieu terrain et un ailier gauche. Donc là, on veut encore recruter un ailier gauche. Alors moi, je vais vous dire, je suis presque à me dire que la Provence se trompe et peut-être que l'ailier gauche se transforme en joueur polyvalent. Peut-être que l'ailier gauche qu'on va prendre, ça sera peut-être pas un Jonathan Rowe qu'on parlait dans les dernières vidéos ou un Lorienté, mais peut-être un joueur plus polyvalent qu'on va parler à la fin de la vidéo. Vous savez qui je veux dire? Donc peut-être un autre joueur. Peut-être Rowe aussi peut jouer dans l'axe, hein, je crois, hein, si quelqu'un me l'avait dit ce truc-là. Donc on verra bien. Mais en tout cas, il nous faut un attaquant qui puisse remplacer Eli Boahi quand il n'est pas là. Parce que je veux bien, le jeune Sternal, c'est intéressant, mais c'est très jeune. On ne peut pas le mettre titulaire. Imaginez-vous, il y a une blessure. Je touche du bois, les amis. Imaginez-vous, il y a une absence de 3 matchs pour Eli Boahi. Voilà, il a fait un gros tacle, il a une absence. Eh bien, il faudra 3 matchs de titulaire de Sternal. Peut-être qu'il réussit, mais 3 triplés, pourquoi pas. Mais voilà, donc
touche du bois pour tout, moi, je veux dire. Allez, j'enchaîne avec ce dossier-là, les amis. L'OM manque de liquidité. Par contre, c'est un souci, ça. Ça, c'est vrai, on le répète depuis un moment. L'équipe, la Provence et certains insiders ou même médias autres, RMC Sport et tout bordel, ils en parlent. L'OM manque de liquidité. Les dirigeants vont devoir recruter avec un prêt. Pour l'attaquant, on doit recruter en prêt. Donc, ça ne sera pas un achat direct. Afin de remplacer Moumbagna qui souffre probablement d'une rupture des ligaments croisés. Des examens pour savoir si le ménisque est touché vont être effectués. Donc encore plus grave qu'on ne le pense. Peut-être que le ménisque est touché. Vous avez vu l'image arrêtée que je vous ai mis dans le live? On voit vraiment le genou bloqué sur le côté et on voit la rotule qui est vraiment déplacée sur le côté. C'est horrible à voir si on zoome. Si c'est de loin, ça passe à peu près. Mais je pense qu'il doit... Il a pleuré, hein. Il a pleuré en sortant. Je pense que ça doit être bien douloureux et j'ai peur pour Faris que ça dure beaucoup de temps. Allez, on enchaîne maintenant avec les recrutements, les amis. Donc, des examens seront faits aujourd'hui. On en saura plus aujourd'hui. Ça ne sert à rien de se faire mal. Et on enchaîne directement avec, pourquoi pas, le positif. Les recrues. Tidiam Gomis, ailier de 18 ans, est bel et bien sur les tablettes olympiennes. Il confirme du côté de la Provence. Par contre, la même information, on en reste toujours au même point. La somme réclamée par Caen pour un joueur libre fin juin 2025, donc fin de saison cette année. Et pour l'instant, un sérieux frein à l'opération. Donc, il réclame toujours alors, 4 millions d'euros, alors que le joueur il est coté à 1 million d'euros. Il lui reste qu'une année de contrat. Oh, faut pas déconner. Oh, les Canets, les Canois, je sais pas comment on dit. Non, les Canois, c'est à Cannes, de là où j'habite, pas loin. Mais les Canets, oh, ok. Bon, allez, on enchaîne. Allez, les Canets, ils nous disent ça. Et du côté d'autres Canaries, pourquoi pas? Non, c'est pas la Canarie, c'est les Norwichiens. Oui, c'est Grand Canarie, je crois. Gran Canaria, il y a marqué en haut. Donc, les Norwichiens, ils ont joué. Donc, le 17, c'était le samedi. Et ils ont joué, si vous regardez bien dans la compo et même dans les remplaçants, sans Jonathan Rowe. Comme il nous dit Massilia, merci pour l'information, qui nous dit annoncé du côté de l'OM, Jonathan Rowe n'est plus convoqué par Norwich. On le savait très bien. Mais le dernier match, il n'était pas convoqué non plus. Donc, peut-être, on peut se dire que ça continue à négocier. Peut-être que lui veut absolument partir. Et c'est ce qu'on entendait dernièrement dans les dernières infos que je vous avais relayées. Donc on en est là pour Jonathan Rowe. Pour l'instant, 2 offres ont été refusées du côté du club anglais. On était resté à 12 millions d'euros pour l'OM qui avait proposé. Et derrière, eux, ils voulaient 15 si je ne me trompe pas. Voilà, on en reste là. On va attendre de voir les prochaines heures, les prochains jours. Peut-être que dans la journée, ça va se débloquer. Vu qu'on est un petit peu dans la... On est un peu pressé avec l'absence maintenant de Faris. Voilà, ça peut se considérer peut-être comme un remplaçant pour Faris Moumania, hein, Jonathan Rowe. On peut le penser aussi. Parce qu'il peut jouer, il me semble, dans l'axe. Allez, on enchaîne maintenant sur un autre truc, un autre dossier. Et on va partir tout doucement sur Amin Harit. Après avoir dépensé, on revient toujours à la même chose, on manque d'argent. L'OM doit remplir les caisses pour pouvoir recruter. Malgré leur qualité reconnue en interne, Amin Harit et Bamo Maïté ont été placés sur la liste des transferts selon la Provence. Ça confirme tous les jours que Bamo Maïté est probablement aussi sur un départ et Amin Harit. C'est pour renflouer les caisses, pour récupérer un peu d'argent, pour recruter derrière l'ailier gauche, l'attaquant, le milieu. Vous voyez ce que je veux dire? Les 3 recrues, on doit avoir de l'argent. Sinon, ça sera des prêts. Et là, pour l'instant, en prêt, il n'y a personne qui veut nous prêter. Jonathan Rowe, c'était pas sur un prix qu'il voulait le vendre ou le prêter. Et les autres joueurs qu'on voulait, c'est peut-être pas sur des prix aussi. Donc c'est compliqué. En ce moment, c'est compliqué. À cause de qui, je vais vous dire, je vais rajouter. À cause, malheureusement, on va en parler dans l'article de la Provence, des indésirables. Voilà, les Verretou, les MMA, les Paul Lopez, il est parti. Bon, on n'en parle plus de Gigot. Vous voyez ce que je veux dire? Ulysse Garcia qui est toujours là. Tout ça, il faut que ça parte. Il faut que ça dégraisse. Parce que la masse salariale, il faut la baisser. Et même si on a baissé déjà un petit peu, il faut encore la baisser, pour être vraiment au point, pour être sûr, pour avoir les comptes bien comme il faut. On enchaîne, les amis, avec le dossier encore Amin Harit. Dans l'esprit de Roberto De Zerbi, Ismaël Koné, donc le milieu de terrain relayeur, box-to-box, comme on le voyait, et bien finalement, comme Valentine Carboni, il est considéré comme un numéro 10, selon De Zerbi. On l'avait vu rentrer, vous vous en souvenez, contre Sunderland. Je parle d'Ismaël Koné, ce but-là qui met là, c'est ça se chevaucher. Ce but-là qui met, il remplace Amin Harit. Bon là, c'est contre Brest, Amin Harit. Mais là, Ismaël Koné, quand il rentre, il fait sa chevaucher, mais en tant que numéro 10. Il rentre à la place d'Amin Harit. On l'a vu qu'une seule fois. Alors, est-ce qu'on ne peut pas le penser qu'ils ont raison du côté de la Provence de penser que les pensées de Roberto De Zerbi, il y a beaucoup de pensées, est en train de penser que Carboni et Koné sont des numéros 10. Donc ça voudrait dire qu'en termes de numéro 10, on a Koné et Carboni. Ça veut dire exit totalement Amin Harit. Voilà, parce qu'Amin Harit, il a un gros salaire. Et on va en parler juste derrière. Regardez, hop, dernière information. L'OM veut un effectif de 17-18 joueurs total pour le groupe,
parce qu'on a deux compétitions, on a la Coupe de France et le championnat, avec des jeunes pour compléter. Donc ça fera 17-18 joueurs confirmés, pro, expérimentés, ce que vous voulez, qui ont déjà joué en pro, et des jeunes à côté, 4, 5, voilà, comme l'avait marqué là. Enzo Sternal, Yanis Selami, Gaël Lafont, Kélian Abdallah, bonjour Bacola. Et en complément, il y a marqué pour les compléments. C'est pour complémentarité, pour compléter plutôt. Ça ne se dit pas complémentarité, je le dis comme ça. Et Jel Van Neck, pourquoi pas, hein, pour l'instant, pour être le troisième gardien, en absence de Ruben Blanco. On estime qu'il serait contre-productif de garder Amin Harit en remplacement sur le banc de touche à ce niveau de salaire. Parce qu'il a un gros salaire, vous allez voir juste derrière. Je vous le montre son salaire et on part sur l'Arctique de la Provence. J'ai barré les joueurs qui sont partis déjà, comme Ismail Assar, Paul Lopez, Jonathan Klaus, Jordan Amavi, Ilman Ndiaye, Conrad de la Fuente et Simon Ngampinto-Etenbu. Il ne faut plus compter ces salaires-là. Par contre, il faut rajouter les autres qui ne sont pas marqués, comme Brassier, comme Cornelius, comme... vous voyez ce que je veux dire. Pour Amin Harit, il fait partie des meilleurs salaires. Si on fait le compte, il y a Højbjerg premier, Verretou. On ne le compte pas, Verretou. Il n'est plus dans le club, normalement. Donc on compte Højbjerg. Kondogbia, ça fait 2. Greenwood. Unai, c'est entre 2, mais normalement, il est sur la liste des transferts. Alors, je ne sais pas si je le compte. Allez, je le compte. Ça fait 4. Alors, non, attendez, je remonte. 1, 2, 3, 4, oui. Valentin Rongier, 5. Chancel MMA, je ne le compte pas. Il est 6e, Amin Harit. Est-ce que c'est logique de mettre un 6e salaire de club sur le banc? Voilà, c'est ce qu'il veut dire du côté de la Provence. Si bien sûr Koné et Carboni sont devant en tant que numéro 10 devant Amin Harit, est-ce que c'est logique de garder Amin Harit? Ça, c'est la logique. Après, moi, je ne considère pas les joueurs que je viens de vous citer, Koné et Carboni, devant Amin Harit. J'attends de voir ce qu'ils valent. C'est pas parce que Koné nous fait une chevauchée, qu'il a l'air pas mal ce joueur, certes, qu'il nous fait une chevauchée, qu'il est meilleur qu'Amin Harit en tant que numéro 10. Ça aussi, il faut le penser. Carboni, c'est peut-être une petite pépite, comme on le dit en Argentine, mais pour l'instant, qu'est-ce qu'il a prouvé en Ligue 1? Qu'est-ce qu'il a prouvé avec l'OM? Rien du tout. Donc j'attends de voir, moi, avant de juger Amin Harit moins bon que les deux autres et de le virer. Non, 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 non. Non, je ne suis pas comme ça, moi. Allez, on part sur l'article justement d'Amin Harit. Quel avenir pour Amin Harit? Positionné en numéro 10, Amin Harit a retrouvé ses jambes de feu. Photo de notre envoyé spécial, Frédéric Speich, du côté de Brest. Allez, on lit ça. Le franco-marocain a été excellent samedi, je l'ai dit tout à l'heure, étant impliqué sur 4 buts à Brest, mais il est toujours sur le marché et l'OM ne veut pas le cantonner sur le banc, comme je viens de vous le dire. Le club compte davantage sur ses recrues Carboni et Koné au poste. Comme je viens de vous le dire, ils veulent le mettre vraiment au poste numéro 10. La statistique est folle, surtout pour un joueur qui a disputé presque tous les matchs à un poste offensif. Mais avant le triomphe marseillais samedi à Brest, Amin Harit n'avait plus délivré une seule passe décisive en Ligue 1 depuis le 8 octobre dernier. Ah ouais, ça faisait presque un an. Ouais, ça faisait 10 mois que Amin Harit n'avait plus fait de passe décisive en Ligue 1. Après, il avait peut-être fait en Coupe d'Europe, on va voir ça. Plus de 10 mois. 21 rencontres au purgatoire, il était toutefois plus prolifique en Ligue Europa, voilà, compétition dans laquelle il a terminé avec 6 caviars. C'est énorme et il n'a pas attendu longtemps avant de faire aussi bien que la saison dernière avec ses 2 assists à Brest, soit autant que sur tout le championnat 2023-2024. C'est vrai que l'année dernière, il a fait 2 passes décisives toute la saison et là, il en a fait 2 en un seul match. J'arrête de mettre le bleu là. Mason Greenwood et Luis Enrique ont profité et le Britannique a transformé un pénalty que le franco-marocain a provoqué, avant d'en obtenir un autre grâce à un nouveau décalage d'Harit. L'ancien de Schalke a d'ailleurs à nouveau fait preuve d'altruisme en offrant le ballon du 5-1 à Wai, qui ajusté à son tour Marco Bizot sur le pénalty. Je descends. Le meneur de jeu est donc impliqué sur 4 buts, un match rempli, ce qui n'a pas échappé à un autre joueur formé à Nantes, Quentin Merlin. Quentin Merlin, il nous dit « Il ne faut pas oublier Amine. Certes, il n'a pas marqué, mais il a fait un excellent match dans le jeu, nous dit Quentin. » C'est vrai, il a raison. Il a raison. Et il le soutient un petit peu parce qu'il doit se douter. Les joueurs, ils savent tout. Ils savent tout en regardant ce réseau. On leur relaye parfois et on doit leur dire, tu sais que ton collègue Amin Harit, il est en vente, hein, Quentin. Ah ouais? Putain, pourtant il est bon là. Et je vais le dire, tiens, qu'il est bon. S'il est bon sur le terrain, je vais le dire. Et il l'a dit. Voilà. Le Genoa et le Zénith intéressés, comme j'en ai parlé tout à l'heure. La différence avec la saison dernière a été frappante, même s'il s'agissait d'un exercice particulier sur le plan physique, avec son retour d'une grave blessure au genou ou une canne où il n'a pas joué et qui l'a coupé dans son élan. Certes, sous les ordres de Gennaro Gattuso, puis Jean-Louis Gasset, il a très peu joué sur Marcelino. Comme samedi après-midi, la première touche était toujours bonne. Je l'ai dit 3 fois. Toujours bonne. C'est vrai que sa première touche, contrôle, passe, souvent les déviations, elles étaient bonnes. Franchement, il a été très très bon dans ses premiers gestes. Dans le sens du jeu.
mais un mauvais choix de passe, une hésitation ou une frilosité avant de tirer contrarié. Amin Harit qui ne faisait jamais la différence ou presque agaçant les supporters devant une telle stérilité offensive. Ça, c'était l'année dernière. Hein. Je continue. La QV 2024-2025 démarre sous d'autres auspices. Comme tout le monde a pu le noter, pour moi, il a été le meilleur et de loin, confirme Daniel Bravo. Eh oui, au micro commentaire de ce samedi sur Bein. Il a été excellent, brillant avec ses passes rapides vers l'avant, ses orientations du corps, ses contrôles toujours vers le but adverse pour faire mal aux Brestois, nous dit l'ancien international. C'est Daniel Bravo. L'international marocain s'est même permis une roulette zinanesque dans le rond central à la 46e. De quoi faire tourner la tête des milieux et des défenseurs bretons. Ces derniers ont été dépassés par les transitions dévastatrices olympiennes dans le sillage d'Harit, qui n'a pas marché sur les pieds de Luis Enrique, le Brésilien devenant un deuxième meneur de jeu sur les phases de possession. C'est vrai qu'on avait, comme je vous l'ai dit, on avait un schéma particulier avec Lirola sur le côté gauche qui montait en tant qu'ailier. Et il avait Luis Enrique qui devait se repositionner un petit peu dans l'axe. Et ça aurait pu gêner un peu Amin Harit. Mais non, Amin Harit s'est un peu décroché et un peu passé sur le côté droit. C'est pour ça que ça a bien fonctionné entre Amin Harit, Enrique, Greenwood et même petit Lirola qui a été peut-être moins bon défensivement. Mais c'était compliqué pour lui peut-être de comprendre. J'enchaîne. De quoi faire dire à Daniel Bravo, je pense qu'il a trouvé sa place, en parlant d'Amin. Rien n'est moins sûr, puisque l'OM aimerait vendre l'homme du match avec Mason Greenwood au stade Francis Leblay. Donc l'homme du match avec Mason Greenwood. Hein. Ils ont la même note du côté de la Provence. C'est pour ça qu'ils disent avec Mason Greenwood. Ils ne veulent pas vendre directement Mason Greenwood. Donc ils veulent vendre l'OM Harit. Problème. C'est un problème pour moi. Dans l'esprit de Roberto De Zerbi, Valentine Carboni et Ismaël Koné sont destinés à jouer en numéro 2. Les deux recrues, malgré la performance de haut vol de l'ex-Nantais, ont toujours une longueur d'avance sur lui. Ça, je comprends pas. Juste parce que c'est des recrues, ils ont une longueur d'avance. C'est bizarre, ça. Je sais pas, moi, enfin, c'est pas ma façon de penser. Peut-être que c'est juste la Provence qui s'enflamme. Le club... Alors, pardon. Je suis là. Le club ne veut pas empiler les joueurs et souhaite au 1er septembre avoir un effectif de 17 à 18 joueurs, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, avec des jeunes comme Enzo Sternal, Yanis Selami, Gaël Lafont, Kélian Abdallah en complément. Et l'on estime qu'il serait contre-productif de faire s'asseoir un joueur de 27 ans, donc en parlant d'Amin Harit, à ce niveau de salaire sur le banc. Comme souvent, quand l'OM veut dégraisser, le Genoa, club ami, et oui, parce qu'ils nous ont recruté quand même pas mal de joueurs, en parlant de Malinowski, de Vitinha, de Strootman, voilà, donc c'est un peu notre club poubelle, si vous voulez ce que je veux dire. Répond présent. Donc Genoa répond présent et est très intéressé par le milieu offensif qui ne veut pas en entendre parler. Donc lui, Amin Harit, ne veut pas entendre parler de Genoa. Voilà, c'est pas une poubelle pour lui, c'est pas un déchet, il ne veut pas aller là-bas. Et je suis d'accord avec lui, s'il n'a pas envie d'y aller, voilà, il joue, il est très bon sur le terrain. C'est comme... Quand on avait écarté les joueurs au début, voilà, les indésirables, Chancel MMA, Verretou ici et là, ils ne veulent pas aller au Qatar, ils ne veulent pas aller en Arabie Saoudite. C'est leur choix. Après, ils ont un contrat, certes, peut-être qu'ils n'ont plus qu'une année de contrat, mais c'est leur choix au bout d'un moment. Après, bon, au bout d'un moment, il faut partir. Là, on arrive dans les dernières semaines, s'il vous plaît, Verretou, MMA et tout, il faut partir. Donc, Amin Harit, est-ce qu'il va devenir un indésirable au bout du compte? Je ne sais pas, pour l'instant. Il est sur le terrain, il fait de belles prestats, et j'espère qu'il fasse de belles prestats toute la saison, s'il reste chez nous. Le Zénith. Le club russe serait aussi également sur les rangs. Mais aucune offre formelle n'est parvenue jusque sur les hauteurs de la commanderie, où l'on profite tant qu'il est encore temps du talent, trop peu souvent vu, à Marseille d'Amin Harit. Comme je vous l'ai dit, il est souvent irrégulier. Il est irrégulier. Voilà les amis, donc cet article-là qui était plutôt intéressant. Maintenant, on va aller voir du côté de la Provence, plus précisément ici. Alors, on va ouvrir ceci. C'est pour vous lire un petit peu la réaction de Daniel Bravo, consultant de Bein Sport, qui nous parle de la rencontre. Et après, on parle sur deux idées que j'ai du côté du mercato. L'ancien milieu de terrain marseillais de 1998-1999 nous parle du match et de l'OM de cette saison. Ils vont faire une belle saison, nous dit Daniel Bravo. L'ancien milieu de terrain a commenté les premiers pas des Olympiens samedi à Brest. Au-delà de la probante victoire de l'OM 5-1, il se révèle très enthousiaste pour la suite des hostilités. Donc c'est Daniel Bravo qui nous parle de l'OM. Vous attendiez-vous à une entame de championnat aussi tonitruante de la part de l'OM? C'est le journaliste qui lui pose la question, même si le score final apparaît un peu flatteur, notamment au regard du début de match des Brestois. J'ai bien aimé le recrutement, nous dit Daniel Bravo. Je trouve que De Zerbi était un très bon entraîneur. Avant même ce match à Brest, j'étais sûr que la saison des Marseillais serait belle. Maintenant, le mois d'août en Ligue 1 est toujours incertain. Par rapport à la préparation, au fait qu'il y ait beaucoup de nouveaux, un nouvel entraîneur, je m'attendais davantage à une équipe qui se cherche un peu. Ça n'a pas été le cas, même si cela a été facilité par une équipe de Brest diminuée et très naïve. Mais l'OM
a déjà su trouver les clés, changer son jeu suivant les circonstances par rapport à ce que demande De Zerbi. Ils ont joué en transition offensive rapide, avec un Greenwood déjà bien prêt, des attaquants virevoltants, Luis Enrique très bon. On ne s'attendait pas à voir Marseille aussi prêt si vite. Donc c'est une belle surprise, nous dit Daniel Bravo. En revanche, j'ai toujours été convaincu que les Olympiens allaient faire une très belle saison. Il appuie dessus. Hein. Voilà, il avait dit, je l'avais dit, comme je le dis souvent. Quand vous dites très belle saison, qu'entendez-vous? Un parcours qui pourrait amener les Olympiens à titiller le PSG, voire à jouer le titre? Alors attention la réponse. Déjà face à Brest, il manquait Brassier, un guerrier. Avec Balardi et Jérémy Merouli, ça va être solide défensivement. Avec la concurrence, De Zerbi ne va pas faire de cadeaux. Il va mettre les joueurs les meilleurs sur le terrain. L'OM va jouer l'Europe, c'est sûr. Et pourquoi pas jouer le titre avec Paris et Monaco? Pour moi, Paris est en phase de transition avec beaucoup plus de jeunes. Cette équipe aura des failles et Marseille devra en profiter. Voilà le petit détail qu'il faut peut-être un petit peu appuyer dessus. Les Parisiens, c'est vrai qu'ils ont rajeuni leur équipe, ils n'ont plus leur starlet. Et pourquoi pas appuyer là où ça fait mal avec un super coach, des super joueurs. Et comme il le dit, le coach ne fera pas de cadeau, il mettra les meilleurs sur le terrain. Donc Daniel Bravo, il est très confiant. Je vous le cite sa carrière, il a joué à l'OM, il a joué à Nice dans sa jeunesse, il a joué à Monaco, il a joué aussi chez les Parisiens. Donc c'est un joueur qui est entre deux. Hein. Il n'est pas vraiment que Marseillais, même si il doit peut-être une fibre marseillaise au fond de lui. Mais en tout cas, il n'est pas à fond pour l'OM. Hein. Voilà, donc c'est pour ça, c'est pour vous donner un petit peu son avis qui est à prendre avec du sérieux. Je continue. Il reste une grosse... Ah, casse-toi, toi. Allez. Il reste une grosse dizaine de jours de mercato à l'OM où le club devra se renforcer en priorité selon vous. Donc on lui demande un petit peu son avis sur ça. Je pense qu'il faut un avant-centre supplémentaire depuis la blessure que l'on soupçonne très grave de Faris Moumania. Derrière, je n'écarte pas l'idée de revoir Gigot ou Mbemba s'ils ne partent pas. Ah, il écarte pas l'idée, mais je pense pas. Je pense pas. Vu comme c'est parti en sucette, ça m'étonnerait, surtout sur Mbemba. Ils seront peut-être réintégrés car c'était quand même l'étolier de la saison passée. Oh, Gigot, degré moindre quand même. Il paie le fait que l'OM ait fini 8e de Ligue 1 et finalement qu'il y ait l'envie de changer et le sentiment que le club ne pourrait pas aller plus haut avec ses joueurs. Mais je trouve que ce sont de bons joueurs, fiables, tout comme Verretou. Je pense qu'ils peuvent avoir leur utilité cette saison. Voilà, donc sa réponse. Qu'est-ce que vous en pensez les amis? Il parle de titiller les Parisiens. Il parle de jouer le titre. Avec Monaco et Paris, pourquoi pas? Il y aura peut-être une faille par rapport à la jeunesse des Parisiens. Qu'est-ce que vous en pensez de cette réaction de Daniel Bravo? Allez, on enchaîne maintenant avec mes idées, les amis. Une idée qui nous vient du Discord. Pour ceux qui sont intéressés, il y a le Discord aussi dans la description. Venez, nombreux, on rigole et on prend notre plaisir à lire des conneries comme ça. Bon, c'est pas une connerie, finalement, c'est une belle idée, je pense. Écoutez bien. Une idée venant du Discord. Je ne l'ai pas rajouté parce que je n'avais pas la place. L'OM veut un milieu. Montpellier Hérault Sporting Club a des soucis, des problèmes financiers. Donc le club de Nicolin a vraiment des problèmes. Hein. Ils veulent 20 millions d'euros, si je me souviens bien, le chiffre exact, et ils doivent vendre. Ils ont des joueurs qui ont des valeurs marchandes, comme le joueur que je vais vous citer. Et ils recherchent en plus un latéral gauche. C'est parfait ça. On a un latéral gauche de côté qui ne jouera jamais. Un deal Joris Chotard contre Ulysse Garcia serait intéressant. Qu'est-ce que vous en pensez? Plus 8 à 10 millions d'euros. 10 millions d'euros, c'est la valeur de Chotard. Je ne vais pas vous le montrer sa valeur sur Transfermarkt, c'est sa valeur estimation sur Transfermarkt. Il lui reste 2 saisons, je crois, de contrat, je ne sais plus. En tout cas, c'est sa valeur Transfermarkt. Il est jeune, il a que 22 ans, et il pourrait pourquoi pas être dans les profils qu'on recherche au milieu de terrain, c'est-à-dire un jeune qui pourrait être dans la politique du club. La politique du club, c'est de mettre un jeune, un expérimenté. Un jeune, un expérimenté. Qu'on a vu depuis quelques années avec Longoria qui est arrivé. Là, au milieu de terrain, on a Højbjerg, on a Kondogbia, on a Rongier. Eux, ils ont pratiquement tous 30 ans. Ou plus pour Kondogbia. Derrière, on n'a qu'un seul jeune, c'est Koné si on doit le redescendre dans le jeu. Mais Koné, apparemment, il est pris pour être numéro 10. Donc pour l'instant, on n'a pas vraiment de jeune. À part peut-être Gaël Lafont qu'on peut remettre derrière. Ben voilà, on a Gaël Lafont et Koné qui passe devant. Derrière, je vous précise autre chose. Hop, je vous le mets là à la précision. Je précise que cette idée ne vient pas de moi, mais le gars m'a chauffé. Et finalement, c'est pas si bête. Surprenant venant de lui. Ça, c'est vrai, c'est surprenant venant de toi. Hein. Notre milieu, Højbjerg, 29 ans. 31 ans pour Kondogbia. Koné, 22 ans, je le mets toujours dedans. Et Rongier, 29 ans. Chotard, 22 ans, rentrerait dans la nouvelle politique de l'OM mise en place par Longoria depuis 2-3 ans. Voilà mon idée. Voilà l'idée du personnage de Discord. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Et on va enchaîner sur une autre idée d'une autre personne du Discord.
Peut-être un peu plus bête celle-là, parce que lui aussi il est bête. Donc il se reconnaîtra. Pourquoi pas Jordan Ayew pour compenser le départ de Faris Moumania? Qu'est-ce que vous en pensez? Alors, ce joueur, pourquoi ce joueur? Parce qu'il connaît Marseille, il connaît la Ligue 1. Voilà pourquoi ce joueur. Il peut jouer en pointe, il est assez polyvalent. On va aller voir son profil Transfermarkt pour que vous voyez un petit peu sa carrière. Pour ceux qui ne se souviennent pas, il a joué à l'OM il y a très très longtemps maintenant parce qu'il est du côté de l'Angleterre depuis quelques années. Il joue à Crystal Palace depuis beaucoup d'années. Il a joué plus de 200 matchs. Il a 32 ans, il va avoir 33 ans le 11 septembre. Alors pourquoi pas pour un prêt d'une année? Il lui reste qu'un an de contrat. Donc c'est compliqué de faire un prêt. N'oublions pas, on doit recruter un attaquant avec un prêt. Donc ça serait compliqué. Après, qu'est-ce qu'on peut regarder d'autre? Il a 4 millions de valeur, pied droit, il peut jouer avant-centre, ailier droit, ailier gauche, né à Marseille, donc il parle le marseillais et il parle surtout le français. On regarde maintenant sa carrière avec le nombre de matchs. L'année dernière, il a joué 37 matchs, 35 matchs de première ligue quand même. C'est un niveau. De jouer en première ligue déjà, c'est déjà un niveau. Il a 4 buts. C'est pas beaucoup en tant que buteur et ailier gauche et ailier droit, ce que vous voulez. Par contre, il n'a pas joué buteur. L'année dernière, il a joué plutôt ailier gauche, ailier droit et milieu offensif. Par contre, c'est particulier. Il a marqué 4 buts et 8 passes décisives. Donc, il a quelques stats quand même. Il a quelques stats, le petit Jordan Ayew. Si on regarde tout le long de sa carrière du côté de l'Angleterre, vous avez 275 matchs de Première Ligue, 37 buts, 25 passes décisives. C'est pas énorme, je le sais, c'est pas un stateur, mais c'est un joueur qui pourrait dépanner à droite, à gauche. Je sais pas ce que vous en pensez. Je trouve l'idée un peu farfelue. Je préfère mon idée personnelle que je vais vous montrer juste derrière, parce que les amis, ce joueur-là, quand il était à l'OM, certains vont dire il était mauvais. Oui, mais il était très jeune. Il était très jeune. Il est parti en Angleterre. Il s'est forgé un petit peu sa carrière. Maintenant, il va revenir. Il est peut-être un peu meilleur. Il est plus vieux, certes, mais il est un peu meilleur. Après, il y a un domaine, pour moi, il y a un point noir peut-être pour ce joueur-là. Je le trouve peut-être moins mouvant, moins de coffre physique qu'un Luis Enrique. Et avec De Zerbi, il y aura besoin d'un joueur sur le couloir gauche, voire attaquant, qui soit polyvalent et qui soit avoir un gros coffre. Et sur ce gros coffre-là, c'est le joueur que je vais vous montrer à la fin de la vidéo. Alors, avant de partir sur la fin de la vidéo, je vous montre son salaire pour voir que c'est pas rédhibitoire. Il joue en première ligue à Crystal Palace, mais il a un petit salaire quand même. Pour l'OM, c'est pas beaucoup. 130 000 € par mois, comparé aux 265 000 d'Amin Harit. Je vous les ai montré tout à l'heure, le salaire d'Amin Harit. Oui, je vous l'ai montré. 130 000, c'est la moitié du salaire d'Amin Harit. Donc, pourquoi pas une idée comme ça? N'hésitez pas à me dire si Jordan Ayew pour vous, oui ou non. Mais en voulez pas à moi, hein, c'est pas mon idée. C'est l'idée d'un mec de Discord. Vous allez le retrouver si vous venez sur Discord. Et vous l'insultez à lui, pas à moi. Allez, j'enchaîne avec une autre idée, les amis. Pour l'attaque, je remets mon petit tweet de la dernière fois. Et si c'était Luis Ariel Ocampos? Je lis mon tweet. Voici notre ailier gauche expérimenté qui pourrait encadrer nos jeunes devant. Qui connaît la Ligue 1, qui connaît l'OM et son contexte marseillais. Il est aimé de beaucoup par son caractère, etc., etc. C'est pas fini. C'est pas fini, les amis, puisque le tweet, il continue. Il pourrait être un des leaders techniques, mais aussi un des leaders de vestiaire. Certains vont me dire, un leader des techniques, et c'est là. Oh les amis, qu'est-ce qu'il a envié aux joueurs qu'on a devant, à part Mason Greenwood? Qu'est-ce qu'il a envié, Lucas Ocampos? Oh les amis, il joue en Champions League tous les ans. Il joue en Liga, il joue pas en Liga Farmer League. Je sais pas comment on l'a dit, mais on l'a dit comme ça. Voilà, donc c'est un joueur quand même qui a une qualité technique au-dessus de la moyenne. Voilà, faut pas se leurrer, les amis. Il a 30 ans, ouais, 30 ans à peine, il n'est pas vieux. On va voir sur sa fiche Transfermarkt. Comme je le répète et je le souhaite depuis des années, je veux des patrons à chaque ligne. Ça, c'est très important. Et pour l'instant, on a Rouli, je le répète, Balerdi en défense et Højbjerg au milieu. J'aimerais avoir un attaquant, voilà, patron. Et pourquoi pas lui pour remplacer Moumania, c'est pas si bête que ça. Il peut jouer dans l'axe. Il peut dépanner. Pourquoi pas? Voilà les amis, mon idée. On peut regarder maintenant sur son salaire. Je ne regarde pas sa fiche Transfermarkt, vous l'avez déjà vu. Son salaire, 145 000 € par mois. Un peu plus que Jordan Ayew. Mais un joueur qui joue à Séville depuis des années, qui a que 30 ans, qui a déjà prouvé, l'année dernière, il a joué ses trentaines de matchs. Il a mis pas beaucoup de buts, 5-6 buts et 5-6 passes décisives, peut-être 7 passes décisives. Donc il a quelques stats. C'est pas un joueur ridicule. Et je trouve que recruter un joueur de ce style-là, ça me plairait déjà parce que je l'aime bien, je l'aime beaucoup. Et vous aussi, vous l'aimez beaucoup normalement. Allez, c'est bon, on a terminé sur cela les amis et je pense que j'ai terminé sur la vidéo puisqu'on est sur le rafraîchissement de toutes mes tweets. Voilà, je rafraîchis, tchac tchac tchac, il n'y a rien de nouveau, on va regarder chez qui, chez quoi, chez Kess, chez Fabrizio Romano, comme d'habitude. Alors qu'est-ce qu'il y a? Il n'y a rien de nouveau, bon ça je l'ai vu, il n'y a rien, il n'y a rien.
Il n'y a rien. Pour ceux qui veulent jouer aussi à la championnat, à la Ligue des Étoiles, au championnat des étoiles, voilà où je suis actuellement. Je suis malheureusement 12e. Il y a beaucoup de tricheurs, comme Yuki qui joue avec des Parisiens, comme DM qui joue avec des Parisiens. Tous les joueurs qui sont devant, ils ont tous eu des Parisiens dans leur équipe. Ils ont cheaté leur équipe. Alors, si vous venez, vous avez le droit à 5 joueurs d'une équipe comme Paris ou comme l'OM par votre compo. Pour votre compo, pardon. Voilà, donc comme je l'ai fait là, regardez, j'ai mis des Parisiens maintenant. Je vous emmerde tous. Regardez, j'ai mis 1, 2, 3, 4, 5 Parisiens avec 2 remplaçants parce que les Marseillais sont titulaires. Faut pas déconner. Balerdi, capitaine. Quentin Merlin à gauche. Højbjerg au milieu, le patron de toute l'équipe, même s'il n'est pas capitaine. Greenwood à droite. Wayé en pointe. Et voilà un petit peu mon équipe. Voilà, je vous emmerde. Allez, c'est bon, on a terminé les amis. J'espère que vous avez passé un bon moment avec moi. Le mot de passe d'aujourd'hui, c'est JPP, tout simplement. Parce que JPP, il était dans l'ombre toute la vidéo. Et JPP, il a toujours pas son collègue. Voilà. Ma femme, elle est un petit peu... voilà, elle veut pas le faire. Hein. Elle traîne un petit peu de la patte, comme on dit. On va la forcer. On va la forcer. Dites dans le chat, s'il vous plaît, faites une peluche. S'il vous plaît. Dans le chat, dans les commentaires, pardon. Allez, vive le foot chez Sabache Foot. 35 minutes de vidéo, on a raccourci. C'est très, très bien. C'est très, très bien. Je pense que j'ai rien loupé. Non, c'est bon. Allez, vive le foot chez Sabache Foot encore une fois. Et surtout, allez l'OM.